avec vous. Alors, si vous me l'autorisez, Madame la Présidente, je crois que M. Persson a défendu ces 3 amendements Oui, absolument. efficacement. Je vais essayer de faire de même en défendant la position du Gouvernement sur ces 3 amendements. Même si vous me l'autorisez, je vais les faire un par un. Pour le premier, amendement 113, je vous ai bien écouté, M. Persson, et je ne vais donc pas vous faire une réponse de constitutionnaliste. En premier lieu, je vais quand même, et je suis obligé de le rappeler dans la droite ligne de ce qu'a dit le rapporteur, à mon sens, il n'y a pas de lien manifeste et direct entre votre amendement, votre point, et le texte précis d'urgence sanitaire sur lequel nous travaillons aujourd'hui. En deuxième lieu, et je voudrais prendre quelques instants, parce que c'est important qu'on apporte une réponse claire, cet amendement soulève très clairement, et vous le savez, je crois que ça a été mentionné, des difficultés juridiques. On a un droit européen, vous le connaissez, qui est harmonisé dans la directive OPA de 2004, qui protège les principes de liberté, de circulation et de liberté d'établissement, qui ne peuvent subir, et vous le savez aussi, de restrictions excessives. Les restrictions que vous proposez, ne peuvent être justifiées que pour des raisons triples, telles que l'ordre public, la sécurité publique ou la protection des intérêts essentiels de sa sécurité. En troisième lieu, cet amendement que vous portez n'aurait pas, soyons clairs, très clairs, n'aurait pas de portée concrète et serait, je pense même possiblement néfaste pour les sociétés qu'il cherche même à protéger. Une mesure limitée à l'état d'urgence sanitaire se bornerait, et vous le savez, à retarder certainement de quelques mois des projets d'offres publiques d'achat qui seraient portés par des acquéreurs potentiels et qui interviendront, quoi qu'il advienne, après la fin de cet état d'urgence sanitaire. Pour autant, cet amendement que vous portez porterait en lui un signal fort, négatif, pour ne pas dire très négatif, et immédiat sur la valorisation des entreprises susceptibles de faire l'objet d'une offre publique d'achat, ce qui les fragiliserait encore davantage dans la période que nous traversons. En quatrième lieu, et je vais être précise sur ce que l'État fait déjà, le Gouvernement fait déjà, depuis plusieurs années, pour contrôler les opérations pouvant porter atteinte à certaines des entreprises stratégiques de notre territoire, telles que le dispositif de contrôle des investissements étrangers, qui a été renforcé, vous le savez, par le Gouvernement en juillet 2020, par un abaissement de 25% à 10% du seuil de prise de participation dans les entreprises sensibles nécessitant une autorisation, et ce jusqu'à la fin de l'année. Deuxièmement, la capacité que nous avons tous votée, en tout cas assez largement, en PLFR récemment, avec une enveloppe importante de 20 milliards d'euros qui a été votée par ce Parlement, pour que justement l'État soit en capacité d'investir dans des sociétés stratégiques qui seraient menacées. Enfin, et ça n'est pas un argument moindre, la Banque publique d'investissement, et je sais que vous le savez aussi, est dotée du fonds Lac d'argent, que nous avons créé et qui est en passe d'atteindre 10 milliards d'euros. L'objet de ce lac d'argent, c'est justement de venir stabiliser le capital des entreprises françaises cotées. En un mot, sur cet amendement, je voudrais quand même vous redire 2 choses importantes. Je crois que l'État français est vigilant. L'État français est très vigilant sur les actions activistes. L'État français s'est doté depuis des années d'ailleurs de toute une palette d'instruments parmi les plus complètes d'Europe pour protéger nos intérêts économiques. Je maintiens que ce texte n'est pas le bon vecteur et je maintiens que, quelque part, on ne ferait que déplacer ou retarder le sujet que vous soulevez et on le déplacerait à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Mais en réalité, le sujet demeurerait le même. Je ne crois pas que vous cherchiez à retarder le sujet. Je crois que vous cherchez plutôt à le traiter, le sujet. Et en l'occurrence, je pense que vous essayez de le traiter de façon pérenne. Je pense sincèrement, et je le redis, que néanmoins le signal que donnerait votre amendement serait un signal qui aurait un impact, lui, fort, immédiat, négatif sur la communauté économique française. Je comprends très clairement, et le ministre de l'économie comprend très clairement l'objectif que vous poursuivez et la qualité de la réflexion qui est portée dans cet amendement. Je pense que ça n'est pas la bonne voie, pas le bon véhicule. Et je précise, quoi qu'il advienne, le sujet que vous soulevez va se retrouver au cœur des discussions du plan de relance. Je ne vous parle pas d'un débat qui va arriver dans 6 mois, je ne vous parle pas d'un débat qui va avoir lieu dans 3 mois, je vous parle d'un débat qui arrive lundi en séance publique. Le sujet que vous soulevez, la protection des intérêts stratégiques, le sujet de l'attractivité des entreprises françaises est au cœur du plan de relance. Nous avons vocation à renforcer la souveraineté industrielle de la France et à renforcer les fonds propres de nos entreprises. Pour toutes ces raisons,
Le Gouvernement a une position claire, retrait, sinon ce sera un avis défavorable sur le 113. Sur le 114, j'enchaîne assez rapidement. Cet amendement 114 me paraît un peu déséquilibré économiquement, dans la mesure où il porte atteinte à une convention qui est légalement conclue entre une collectivité et une société titulaire de délégation à service public. Le respect des droits du co-contractant impose que cette résiliation ne puisse intervenir que pour un motif d'intérêt général et qu'elle donne lieu d'ailleurs à une juste indemnisation du délégataire. Il n'est vraiment pas établi que le changement de contrôle d'une société délégataire de service public constitue un motif d'intérêt général suffisant pour venir justifier la résiliation d'une convention. Que ce changement de contrôle intervienne d'ailleurs pendant l'état d'urgence sanitaire ou après, ou non d'ailleurs, avant ou après. Les cas de changement de contrôle dans des sociétés attributaires de délégation de service public ou de concession interviennent fréquemment, assez fréquemment d'ailleurs, sans porter atteinte à la bonne exécution du contrat. Et au contraire, elle peut même venir en assurer la pérennité lorsqu'un nouvel actionnaire permet aussi, parce que ça arrive, de venir injecter des ressources dans l'entreprise ou de venir consolider l'expertise de l'entreprise. En gros, l'indemnisation du co-contractant doit couvrir les pertes qu'il subit, mais aussi son manque à gagner. Je conclus, un tel motif de résiliation porté par l'amendement serait quand même assez déstabilisant pour la sécurité juridique et économique des contrats de délégation de service public et susceptible accessoirement de porter atteinte à la qualité des services offerts aux collectivités comme, et vous y êtes sensible, à leurs administrés. Ce sera là aussi une demande de retrait. Le cas échéant, un avis défavorable. Sur le 215, je ne reviens pas parce que j'ai dit et promis que je ne ferai pas une réponse de constitutionnaliste. Donc je ne vais pas revenir sur le fait que le lien direct avec le texte me semble à questionner. Mais là, sur cet amendement 115, l'amendement est inopérant en pratique. Le contrôle exercé par l'État porterait sur une entreprise qui serait déjà titulaire d'une convention de délégation de service public. Cette convention ne pourrait donc être résiliée que pour un motif d'intérêt général et sur la base d'une indemnisation équitable. Plus fondamentalement, cet amendement applique la procédure du contrôle des investissements étrangers en France à des sociétés titulaires de délégation de service public sans considération de sa nationalité. Ça consisterait quelque part à soumettre les entreprises françaises à des contrôles approfondis qui sont aujourd'hui réservés à des opérations conduites par des investisseurs étrangers qui revêtent un caractère stratégique ou qui sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la nation. Je crois qu'il y a le caractère un peu disproportionné, si je puis dire, de cette obligation pourrait être d'abord pénalisant pour nos entreprises, ce qui ne me semble pas forcément opportun dans la période actuelle. Et je pense aussi que ça pourrait être pénalisant pour l'ensemble des collectivités locales qui verraient par là même leur capacité d'investissement et de délégation entravée. Donc, je vais être très précis sur ces 3 amendements. C'est une demande de retrait. Le cas échéant, ce sera défavorable. Et je pense avoir fait le tour 114, 115 et 113. Je vous remercie.